bonsoir à tous. Le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant par Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter et nous regarder via internet, le magazine Santé Spiritualité, où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Céo da Silva. Céo, bonsoir. Bonsoir Laurent. Comment ça va ? Ça va. Bon, la deuxième émission, top. Céo, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, ils auront l'occasion, durant cette première partie d'émission, de comprendre les différentes pratiques techniques que tu leur proposes grâce notamment à ton propre parcours. Et on en parlait hors antenne et il est vrai que quasiment tous les différents thérapeutes ou ceux qui sont dans un accompagnement à la personne ont eu l'occasion aussi d'avoir leur propre chemin de croix, si on peut dire. On ne devient pas thérapeute par hasard. Et lorsqu'on cherche forcément à s'en sortir, lorsqu'on est au creux de la vague, eh bien, on est amené à chercher des solutions. Alors, il existe toutes sortes de solutions diverses et variées dans les thérapies ou connaissance de soi. En tout cas, ton propre parcours, toi, t'as amené à pouvoir t'orienter vers déjà une base énergétique, mais pas seulement. Après, on aura l'occasion d'aborder l'hypnose, différentes pratiques. Pour peut-être commencer, dans quelle mesure est-ce que tu estimes que il y a un moment dans ta vie où tu es perdu, où tu as le sentiment de perdre pied. Juste avant que tu donnes ta réponse, je précise quand même qu'en France, on est les premiers consommateurs d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc. en Europe, ce qui n'est pas rien. Alors, il est vrai que d'aller voir un psychiatre, un médecin, pour avoir ces fameuses petites pilules, pour arriver à dormir, c'est quand même simple, hein, c'est vrai, un petit cacheton et hop, c'est terminé. Mais d'avoir, je dirais, le courage, encore faut-il le savoir, qu'il y a des options, des opportunités qui nous permettent d'aller mieux sans pour autant être dépendant de ces substances chimiques, c'est autre chose. Alors, quels ont été les différents déclencheurs pour toi ? Alors moi je dirais savoir, je crois que tout le monde le sait, le tout c'est de l'accepter et de le comprendre et d'avoir envie d'un changement. Le changement pour moi, ce que ça a été, c'est quand on est au creux de la vague, qu'on n'arrive pas à monter, qu'on se dit là, il y a quelque chose, donc il faut y aller, ma grande, il faut le faire. J'ai pris de l'Exomil pendant 3 ans pour dormir, sauf que l'Exomil au bout d'un moment, ça ne faisait plus d'effet. J'ai vécu quelque chose de très particulier et qu'il fallait assumer ce que je vivais et c'était pas évident. Donc je me suis mis à prendre de l'Exomil dans la journée. Donc je prenais des Exomil, une demi-heure après je prenais des vitamines parce que j'endormais. Voilà. Et je fais une descente aux enfers, comme on peut dire. Et donc là, il fallait vraiment faire quelque chose et remonter. Lorsque tu parles de cette période qui a duré 3 ans, est-ce que tu travaillais en aparté ? Parce que quand on entend ce que tu dis, j'imagine que bon nombre d'auditeurs pourraient se voir dans cette situation. Oui. Et alors, on prend toutes sortes de palliatifs pour tenir au travail. Généralement, il arrive à un moment donné où il y a une sorte de burn-out, où il y a un pétage de plomb. Soit c'est le corps qui n'en peut strictement plus, soit ça peut être la psyché qui en a marre, et dans ce cas-là, il y a un pétage de plomb, comme on dit, un fusible qui saute, et on se retrouve dans ce cas-là aussi bien être sous camisole chimique que être chez soi, parce qu'on n'est plus à même de pouvoir travailler de toute façon. Donc, de ce que tu nous en dis là, est-ce que tu avais un travail en parallèle de ça ? Ah oui, j'avais un travail, qui n'était pas évident d'ailleurs. J'étais gouvernante dans un hôtel 3 étoiles. Et effectivement, c'était pas évident parce que j'avais une équipe à gérer et il fallait le faire. Alors physiquement, je mangeais pas évidemment, donc je suis arrivée à 45 kilos.
ce qui est très peu. Mais à côté de ça, j'avais deux collègues qui étaient là et qui me soutenaient et qui m'ont amené, qui m'ont aidé à m'en sortir de tout cela, hein, mis à part le travail que j'ai fait moi-même. Ta direction avait connaissance de ta situation? Ma direction, oui, ils avaient connaissance de ma situation, mais comme ça venait de la personne en elle-même, Ah oui, d'accord. donc les yeux fermés, et je veux absolument ce que je veux, et voilà, donc c'était quelque chose sur lequel je ne Ouais, tu peux pouvais pas pas compter. compter. Alors, Donc là, il fallait prendre des décisions, et les décisions, ça a été que ma collègue m'a amené à la médecine de travail, et là, je tenais plus debout, et là, ils m'ont mis hors circuit, comme on dit. alors, est-ce que le Lexomil était avant, Était pendant cette période. quand tu t'es arrêté par la médecine du travail? Mm. D'accord. Lorsque tu décides de te prendre en main, on peut dire ça comme ça, et de ne plus être dépendante de médicaments, même s'ils ont certainement leur intérêt pendant un certain laps de temps, vers quoi tu te diriges? Comment? Parce que s'il s'agit de faire un travail sur soi, d'essayer de reprendre sa vie en main, sur, entre guillemets, le marché des thérapies, il en existe à foison. Et la plupart du temps, de ce que j'ai pu en écouter, hein, de ceux qui sont ou qui ont été dans cette démarche, c'est finalement c'est extrêmement difficile de pouvoir savoir quelle thérapie je vais choisir, parce que entre celles qui sont reconnues, celles qui sont alternatives, parallèles, entre le charlatanisme, et le charlatanisme, il existe aussi bien chez les psychiatres, les psychologues, que chez tous les types de thérapies de toute façon. Donc comment savoir où s'orienter, vers quoi s'orienter en fonction de ce qui nous arrive? Comment tu as fait ton choix? Mon choix, j'avais une intuition avec moi en me disant que quand je voyais quelqu'un, je savais si cette personne était bon pour moi ou pas. Et donc je continuais pas. Et là, je me dis, j'ai été bénie par le ciel d'avoir ça. Et donc, oui, je savais à qui je pouvais faire confiance et à qui je pouvais pas faire confiance. Mais néanmoins, parfois, on se laisse aller à notre propre piège. Oui, je suis tombée sur des charlatans aussi. Alors, comment tu as décidé de choisir là ou les thérapies? En fonction de quoi? Quels ont été pour toi tes critères? Alors déjà, je rencontrais la personne, je voyais donc si ça passait. Avant même de rencontrer la personne? Avant même de rencontrer la personne, mais j'ai cherché, comme tout le monde. Alors, pas sur Internet, parce que je suis pas très Internet, en fait. Et c'était de bouche à oreille, et beaucoup de journaux, J'allais comme ça, et surtout, je faisais beaucoup de salons. Donc, le salon Zen, le salon médecine douce. Okay. Et donc, la chance qu'il y a au Salon Zen, c'est qu'ils sont là et qu'on peut les rencontrer. Donc, on peut décider si oui ou non on peut faire une thérapie, on peut continuer un travail avec eux. Et c'était ça, parce que Internet, je me dis qu'il y a de tout et tout son contraire. Donc, je sais pas trop là-dessus, à tort, peut-être. J'en sais rien. Mais voilà, c'était comme ça, c'était par le salon Zen. Alors, quelle pratique as-tu choisi en premier? La première, ça a été la pratique de Sylvain, évidemment. Sylvain Bélanger. Ensuite, ça a été l'hypnose. Et ensuite, ça a été Lise Bourbeau qui m'a... j'ai compris pourquoi toutes ces choses-là m'arrivaient, pourquoi j'en étais là. Après, il y a eu Ponopono. Et donc là, je me suis dit, oui, les mémoires, enfin, tout est là. Et puis j'ai jamais arrêté, je continuerai encore. Mais bon, c'était assez dur, mais voilà, c'était Sylvain. Et c'était drôle, Sylvain, de toute façon, j'avais fait un rêve en me disant, j'ai rêvé ma petite sœur en lui disant, mais ça y est, je sais qu'il peut m'aider. Et en fait, Sylvain, c'était comme si je le connaissais déjà. Donc, en fait, ça a été une découverte sans pas être une découverte. Oui, il faut dire que Sylvain est très amical, enfin il est tellement nature que difficile de ne pas s'entendre avec lui. Oui. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas justement la pratique de Sylvain Bélanger, l'écoute imaginaire, puisque tu es diplômé de son école, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette première approche et qu'est-ce qu'elle t'a permis de comprendre sur toi-même? Quand j'ai commencé à la pratiquer, pas grand-chose, ça a été après, Oui. mais il y avait déjà mieux, au moins il y avait un soulagement qui était là, donc je me disais tant pis si je ne comprends rien, mais
Et il y a quelque chose qui se passe. Donc tu y es allé parce que ça te... Même si tu comprenais pas, il y avait quelque chose qui te portait. Mais quand on est tellement mal, quand on est bas, mais dès qu'il y a une chose qui vous retire un petit peu, vous dites, ouais, je suis bien, c'est bien, bon, j'y vais. En me disant, pour l'instant, j'ai peut-être pas grand-chose à comprendre, ça viendra, tant pis, je verrai ce qui se passera. Ouais, tu avais confiance là. Oui. Non, mais c'est important certainement Oui. d'avoir la confiance envers le thérapeute. Mais oui, mais oui. Parce que ceux qui viennent à toi, j'imagine, doivent avoir cette confiance en toi pour pouvoir avancer, non? Tout à fait. Et s'ils n'ont pas confiance, je leur dis de pas continuer parce que ça sert à rien de continuer avec moi s'ils n'ont pas confiance en moi. Et oui. Mais ça, je leur dis, hein, vous avez le droit de choisir votre thérapeute. Donc si la première séance ne se passe pas bien, ça sert à rien de revenir. Hein. Et je n'ai rien à faire avec ces personnes-là et eux avec moi finalement. Alors revenons à Sylvain et l'écoute imaginaire. Qu'est-ce que tu as pu saisir au fil du temps à travers cette pratique? Au fil du temps, j'ai découvert une enfance pas très joyeuse. Bien souvent, ça vient de là. Hein. Pas très joyeuse, un papa qui était parti. Voilà, tout ce... Comme je disais la dernière fois, j'ai appris en fait que mes parents sont mariés sans qu'ils ne s'aimaient pas, parce que ma mère était tombée enceinte et qu'en gros, je suis venue gâcher sa vie. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça Donc, c'était les anciennes générations qui fonctionnaient comme ça. Qui nous aime, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais qui n'a pas su transmettre son amour, qui était enceinte de moi, qui voulait un petit garçon, qui a une petite fille en plus proche de son papa. Hein. C'était papa et maman, voilà quoi. Donc. Alors, quand tu parles de la pratique de l'écoute imaginaire, quand tu parles de découvrir petit à petit une pratique, ce que tu nous dis par exemple vis-à-vis des parents, est-ce qu'il y a besoin d'aller voir un thérapeute, quel qu'il soit, pour comprendre que finalement les blocages que l'on a, le mal-être que l'on a, il vient de là? Alors, oui, parce qu'il y a des personnes qui, même s'ils le savent quelque part, ils ne prennent pas conscience. Et donc moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de changement sans acceptation, et sans prendre conscience des choses. Donc oui, parfois ils ont besoin de venir, et on a besoin d'y aller pour comprendre un peu ce qui s'est passé et savoir là où ça bloque. Alors l'écoute imaginaire, en quoi elle consiste? Elle consiste tout de moins je l'applique comme ça, à savoir dans notre corps les ondes sombres, donc les ondes où il y a les problèmes, où il n'y a pas d'énergie qui passe, tout simplement de la lumière, et se mettre en contact donc avec cette, moi j'appelle la forme d'onde qui est là, se mettre en communication avec, donc le thérapeute va se mettre en communication avec pour savoir le pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait là. Alors comment tu peux le savoir? Parce qu'on communique. Oui. Donc tu nous dis que tu communiques avec les parts d'ombre, avec ces blocages énergétiques dans le corps de la personne qui vient. La question, bien évidemment, c'est oui, mais enfin, tu communiques. Communiquer, ça veut dire quoi? Je communique à travers le corps éthérique. C'est une thérapie énergétique très belle parce qu'on a plein de réponses aux questions qui se posent. J'en ai encore eu l'expérience ce matin avec une patiente. Je faisais son amnèse, je voyais bien des choses qui n'allaient pas, mais disais mais non, tout allait bien et tout. Qu'est-ce que tu appelles son amnèse? Son amnèse, oui c'est vrai. En fait c'est quand même médecin. Hein. Qu'est-ce que vous venez là? Qu'est-ce que vous venez faire? Pourquoi vous êtes là? Tout son questionnaire en fait. Et tout ce qu'elle me disait, je me dis oh, non c'est pas possible, il y a autre chose. Donc elle me disait pas, et en allant travailler en énergétique dans son corps éthérique, en fin de séance, et je lui dis mais écoutez il y a ça, ça et ça et ça. Donc elle était très étonnée, et elle me dit oui c'est ça. Mais qu'elle voulait pas. Je peux pas dire ce qu'elle avait puisque ça la concerne, mais elle était très étonnée que ça se passe comme ça. Alors là pour le coup, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer quel est l'intérêt pour quelqu'un qui désire aller mieux d'aller voir un thérapeute et de ne pas lui faire part. Alors est-ce que c'est conscient ou inconscient? Ça c'est toi qui vas nous le dire. D'une problématique ou du nœud du problème. Et de, entre guillemets, laisser le travail au thérapeute de découvrir ou de le mettre en mots, alors que ça serait peut-être plus rapide d'aller directement à la source si le patient disait ce qui allait pas.
Alors, elle, c'était inconscient, évidemment, hein. Mais c'était la première fois que je la recevais. Était-elle en confiance avec moi ou pas? Je n'en sais rien. Après, elle s'est ouverte, évidemment, et on a pu avoir un dialogue digne de ce nom. J'aurais du mal à répondre à cette question. Pourquoi? Je sais pas. C'est leur responsabilité et pourquoi ils viennent et qu'ils disent pas ce qui va pas. Il y en a qui le disent évidemment, hein, qui sont là et qui disent ah, je suis là pour ça et ça et ça. Mais il y en a d'autres, voilà, qui détournent un petit peu la chose. Hmm. Et ils ont mis le serait mieux. Oui, c'est pas forcément évident non plus de mettre le nez dans ces fameuses zones d'ombre, hein. Finalement, c'est un peu ce qu'on a mis sous le tapis, c'est oui. pas forcément agréable, hein. Et parfois, ils savent pas, hein. Parfois, ils sont là devant vous et ils savent qu'ils vont pas bien, mais ils savent pas forcément ce qui se passe. Il y en a beaucoup aussi. Comment tu communiques avec le corps énergétique? En quoi ça consiste quand tu parles de communiquer? Alors, communiquer avec le corps éthérique, c'est en fait c'est au niveau énergétique, hein. Donc, je vais. Alors, ce qu'il y a, c'est que je mets déjà la personne en cohérence cardiaque, parce que ça, c'est super, hein. C'est une fois qu'elle est en cohérence cardiaque, elle se laisse y aller. Et là, je vais travailler, je vais avoir les informations qui vont venir. Alors, parfois, le corps ne veut pas les donner aussi, hein. Donc, quand il ne veut pas les donner, ben, on arrête là, et voilà, quoi. On fait autre chose, on prend une autre technique. Donc, je vais voir ce que le corps me dit, les informations qu'il me donne. Et seront les informations qu'il me donne. Mais comment? Je vais faire un. Comment ça Alors, comment je fais? Oui, c'est les informations que le corps te donne pour les auditeurs. Alors, je vais. Je passe ma main en dessous à peu près à 80 cm, 60 cm, on va dire, de corps physique, hein. Donc là, j'ai accès au corps éthérique. Donc là, je vais communiquer. S'il y a une angoisse qui est là, je vais lui demander pourquoi elle est là, cette angoisse. Et comment tu détectes une angoisse? Parce que le corps éthérique, il est pas fort à ce moment-là. Il y a comme une sorte de trou. Un trou qui, voilà. Exact. Ah, mais des fois, il me manque les mots pour expliquer. En fait, il y a un trou, donc la main, on voit tout de suite, tiens, là, il n'y a pas la force, il n'y a pas la souplesse qu'il devrait avoir, c'est pas dense, donc il y a une problématique là. Donc là, on va voir ce que c'est cette problématique. Donc tu poses la question, alors si le corps te répond sur le pourquoi de cette problématique énergétique à cet endroit-là, comment te répond-il? Alors, bonne question. Alors, il me répond soit par des mots que je peux entendre, des images très rares. Je n'ai pas une visuelle, donc très, très rarement des images, mais parfois j'en ai. C'est surtout par un ressenti, par des petits mots qui sont dans la tête, qui sont là, qui sont tout évidents en fait. Et donc, après ces mots, on va évidemment poser la question au patient, hein. On va pas se dire tiens, je sais, on va poser la question au patient, lui demander si ça lui dit quelque chose, évidemment. S'il dit non, ben on continue, parce que parfois il y a des informations qui sont pas justes non plus, donc on continue. Mais on arrive toujours à trouver ce qu'il y a. Petit à petit. Donc c'est entre le thérapeute et le patient. Donc il y a une communication constante, oui, entre toi et le patient. Tout à fait. Tu parlais de différentes techniques, donc la cohérence cardiaque là aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette cohérence? Alors la cohérence cardiaque, c'est... Alors comment vais-je vous expliquer de façon concrète? C'est donc par des sons. Donc je vais utiliser des sons que je vais mettre. Et ces sons, on va juste dire à la personne de se relaxer, de rien faire, juste de tirer son attention sur son cœur et de respirer sérénité, sérénité, bonheur, prospérité, pour ce qu'elle est venue. Et on lui dit ça plusieurs fois, en lui répétant ça plusieurs fois. Donc la personne va tirer son intention de la tête et va la poser sur le cœur. Et le corps va mettre tous les circuits en mouvement, tous nos corps, le cerveau, le cœur va taper au même rythme. Et de ce fait, on est en cohérence cardiaque et les gens ne réfléchissent plus avec la tête, en fait, c'est avec le cœur. Tout vient par le cœur, ils respirent par le cœur, ils réfléchissent par le cœur, les idées viennent par le cœur. Et donc on n'a pas le conscient et l'inconscient qui est là en train de se battre, ouais, tu vois, elle n'arrivera pas, voilà, hein. Tout ça, c'est
Alors, c'est cette pratique que tu as apprise avec... Patrick Drault. Ouais. Euh, quelle est alors, comment est-ce que tu en es venu à Patrick Drault, si l'écoute imaginaire a été une première marche pour toi? Ce que je veux dire par là, c'est que dans ton cheminement de pratique, de technique, certains thérapeutes ils trouvent une pratique et s'arrêtent là, et pour eux c'est super, ils sont très contents avec cette pratique et l'utilisent comme telle, et voilà. Pour ta part, tu t'arrêtes pas en chemin, donc quel est l'intérêt d'avoir l'écoute imaginaire? Parce que là, on est dans la bioénergie, on est avec une pratique bien spécifique qu'aborde Sylvain Bélanger, et tu aurais pu très bien ne travailler qu'avec cette pratique-là. Alors pourquoi avoir continué? Alors, je continue et je continuerai encore. Évidemment, elle est très bien, je ne la mets pas en cause. Sauf que tout évolue. Et les gens évoluent aussi, les thérapies évoluent aussi. Et que je me dis qu'à un moment donné, une seule, je peux pas évoluer avec ça. Et qu'il y a des personnes qui viennent à moi et cette technique va certainement pas marcher. Parce que ça ne marche pas sur tout le monde. Il ne faut pas non plus croire que ça fait des miracles. Et donc moi j'ai besoin d'aller en avant, d'apprendre. Et en gros, ce que je voudrais, c'est un miracle qui n'existe pas. Ce serait non travailler avec les personnes sur ce qui s'est passé, sur leur enfance, sur ci, sur ça, tout le monde le sait. Et ce que je voudrais trouver, ce serait une thérapie, enfin quelque chose, Une pratique, voilà, que je puisse dire, je travaille sur ton avenir. Le passé, c'est le passé. Je travaille sur ton présent là et surtout sur ton avenir, sur ta ligne de vie à venir. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais j'y suis presque. Avec Patrick, j'y suis presque. Alors, justement, pourquoi Patrick Drault? Comment t'es venu ces travaux, ces pratiques, et puis à travers, bon, il ne propose pas que la cohérence cardiaque, donc pourquoi t'être orienté là-dessus? Alors, pourquoi? Parce que les travaux de Patrick, c'est quelque chose qui est dans cette dynamique-là. De dire, voilà, on va travailler sur votre ligne future et non pas sur ce qui s'est passé, papa et maman, bon, ça va, on a donné. Donc, il est sur cette base-là et c'est ce que je cherche en fait à obtenir, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui propose plusieurs outils. Et par son métier, j'en sais rien, c'est vraiment quelqu'un qui est concret et qui vous amène un apprentissage concret. Et on sort de là, on sait vraiment ce qu'il faut faire, ce qui ne va pas. On a, il a une technique qui est aussi au-delà de la cohérence cardiaque, qui est la crypte. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient à moi, que je vois que énergétiquement ça va vraiment pas, je les mets dans la crypte en faisant tout un travail avec eux. Et les gens me disent, voilà, ils ont eu une... Un regain d'énergie? Oui. Qu'est-ce que c'est, la crypte? Ah, la crypte, c'est des cristaux, en fait. J'allonge la personne par terre, évidemment, parce que, pour mettre les cristaux, et elle est entourée de 70 cristaux autour d'elle, avec un cristal maître en tête. Et là, je vais travailler son corps éthérique, et les cristaux, eux, ils travaillent. Et les cristaux, ils travaillent sur sur la ligne de vie. En fait, ils vont vous connecter avec la ligne de vie qui est la nôtre. Parfois, on est coupé de cette ligne, donc ils vont vous connecter avec ça. Et ça va nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer au niveau énergétique, ce qu'on peut avoir, les pollutions qu'on peut avoir. Et savoir qu'il y a des gens qui ont le corps éthérique qui est complètement rentré à l'intérieur, ceux qui sont dans le stress, qui sont déprimés et tout, ils n'ont plus de corps éthérique. Et donc, en travaillant avec la crypte, le corps va prendre sa place et de ce fait on va diminuer en dépression, en stress. Voilà. C'est des techniques que j'apprécie, que j'adore travailler avec les cristaux? Oui. Après l'écoute imaginaire, est-ce que tu en arrives directement à Patrick Drouot ou est-ce que non. Après l'écoute imaginaire, je suis arrivée à Danny Dendebex, donc l'hypnose. Alors là, encore une fois, donc tu estimes que avec l'écoute imaginaire, ce n'est pas suffisant, même si tu peux être amené à avoir quelqu'un qui s'allonge sur une table de massage, qui ferme les yeux, qui se laisse, on va dire, réharmoniser avec une séance énergétique. On peut dire déjà qu'elle décompresse,
qu'elle déstresse, c'est un moment qu'elle s'offre pour elle, et même si elle comprend pas forcément ce qui est en train de se jouer, même s'il y a ce dialogue que tu peux opérer avec elle sur ce que tu ressens, est-ce que tu lui proposes, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, etc. En tout cas, il y a cette communication qui s'opère avec le corps énergétique, avec le corps physique et la personne en elle-même. Quand tu parles de cette autre pratique, là aussi, qu'est-ce qui t'amène à la découvrir? C'est un livre, c'est une personne, une rencontre? L'hypnose, Ouais. une rencontre, la bonne rencontre. Encore au Salon Zen en 2008, c'était en 2008. Oui, 2008, j'ai rencontré Danny Dan de Bex, et donc très belle rencontre. Et j'ai dit voilà, moi cette méthode, il faut que je l'apprenne, il faut que je sache ce que ça donne. Comment elle t'a convaincu? Comment il m'a Qu'est-ce qu'elle a convaincu? fait? C'est un homme ou une femme? C'est un homme comment il m'a pas convaincu. Je lui ai posé des questions, il a répondu à mes questions. Point. Alors, quelles étaient tes questions du moment? Mes questions du moment étaient des questions très timides. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose? Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Moi j'ai peur, moi j'avais pensé que l'hypnose c'était spectacle et rien d'autre, hein. À tort. Hein. Et il m'a dit juste qu'il y avait une conférence, donc je suis allée à la conférence, mais ouais, je n'étais pas encore convaincue. Je dis, mais c'est quoi l'hypnose? C'était la pratique qui me faisait peur, pas le monsieur qu'il est, mais la pratique, la méthode. Et il me dit là, qu'il faisait une conférence à Paris, dans l'11e, je crois, maison de la radio. Et là, je demande à ma petite sœur de venir avec moi, parce que je ne vais pas y aller toute seule. Et il faisait une expérience avec des bananes, donc il transformait les bananes qui avaient le goût de citron. Avec l'hypnose? Ouais. Des bananes qui avaient le goût de citron. Et là, je dis à ma petite sœur, tu y vas, hein, tu vas goûter. Elle me dit, non, c'est toi qui veux y aller, tu y vas. Je dis, non, tu y vas. Et donc, elle a fini par y aller. Et quand elle est venue me rejoindre, elle avait les larmes aux yeux. Et j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Puis elle me dit, mais écoute, c'était tellement acide que j'ai les larmes dans les yeux. Je dis, mais attends, mais c'était une banane. Elle me dit, mais tu rigoles, elle avait le goût de citron. Et là, je me suis dit, il est fort, il faut que j'y aille. Oui. Je me suis inscrite. Alors, le complément en parallèle de l'énergétique avec l'écoute imaginaire, qu'est-ce que permet l'hypnose que ne permet pas l'écoute imaginaire pour toi? Alors, moi je dis qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il y a le mental, il y a tout ça. Et pour moi, l'écoute imaginaire ne travaillait pas suffisamment dans le mental. Donc, pour moi, ça ne travaillait pas suffisamment. Pourtant, quand on parle de l'hypnose, on aura plus tendance à penser l'inconscient, et l'inconscient, ça n'a rien à voir avec le mental. Oui, l'inconscient et l'inconscience, pardon. Donc ça ne le travaillait pas suffisamment. Je me dis, bon, il faut une pratique pour ça, parce que là l'écoute imaginaire, c'est bien, je peux avoir des choses, mais il y avait encore des choses qui n'allaient pas, qui ne marchaient pas. Voilà, oui, le conscient et l'inconscient, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose, et donc l'hypnose était adoptée à ça, qui est bien, je pense que c'est une des techniques qui est bien adoptée à cela. Alors, il est vrai qu'à l'heure actuelle, l'hypnose, alors qu'elle est restée longtemps sous le boisseau au XXe siècle, il y a un regain à l'heure actuelle concernant cette pratique. Elle revient en force, puisque même dans les hôpitaux, où elle fait partie intégrante de bon nombre de thérapies qui l'utilisent, qui l'ont plus ou moins adapté en fonction. Dans quelle mesure tu l'utilises pour toi, vis-à-vis de quelle problématique Pour moi, je n'ai pas utilisé l'hypnose, j'ai utilisé l'auto-hypnose, ce qui est différent. Moi, il y a l'auto-hypnose qui est faite pour soi et l'hypnose qui est pour les patients. Et c'était ça ce qui me plaisait à l'école centrale d'hypnose, donc Danny Dan de Aix, c'était qu'il y avait l'auto-hypnose, on passait par l'auto-hypnose. Alors ça m'a aidé à enlever certaines choses que je n'avais pas pu faire avec l'écoute imaginaire. Donc encore, je me sentais encore mieux. Donc quand on se sent encore mieux, on a envie d'aller plus loin. Et je me disais, chouette, c'est un truc chouette, donc je dois continuer parce qu'à la base, j'allais faire que l'auto-hypnose. J'ai dit, bon, je fais l'auto-hypnose, c'est pour moi, je vais voir, les thérapeutes ont aussi des trucs à régler, hein, faut pas y croire. Et puis après, ça m'a tellement plu que j'ai continué et j'ai continué encore. Et certaines angoisses que j'avais pas compris, qu'il n'y avait pas... là où l'écoute imaginaire s'était arrêtée, l'hypnose a pris la suite.
Alors, donc, ce que tu proposes vis-à-vis de ceux qui viennent te voir, c'est quoi? C'est de l'hypnose ou c'est l'auto-hypnose? Tu leur Ah non, proposes? c'est de l'hypnose. D'accord. Alors, dans quelles circonstances, vis-à-vis de quelles problématiques? Alors, vis-à-vis de quelle problématique? Pour un stress, pour régler certaines choses. En fait, c'est très difficile de vous dire. Moi, je mélange beaucoup les techniques que je fais. Donc, si quelqu'un vient pour l'hypnose, je vais faire de l'hypnose. Mettons, quelqu'un qui est stressé, qui vient, voilà, je fais une séance d'hypnose. Même si je sais qu'il faudrait peut-être autre chose, mélanger les techniques. Si la personne veut avec l'hypnose, je vais avec l'hypnose. Donc je vais avoir, je vais lui faire son anamnèse, comprendre pourquoi stresser, parce que le stress c'est gros, hein, tout le monde est stressé, et pourquoi ils se sent stressé. Une bonne demi-heure donc dans l'anamnèse, et après je vais l'allonger évidemment pour la relaxer. Donc je vais l'amener dans une relaxation totale afin de pouvoir communiquer avec son inconscient. Donc qu'elle déconnecte de conscient pour que je puisse rentrer dans l'inconscient. Et là, je vais la guider avec une séance qui est faite parfois des métaphores, des suggestions. Ça dépend dans ce cas-là ce qu'elle vient traiter. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de la dernière personne avec qui tu as eu l'occasion de traiter l'hypnose? Alors oui, je peux donner un exemple. J'ai donc c'était le début de la semaine dernière, j'ai une personne qui vient vers moi et qui me dit voilà, je écris un bouquin, il faut que je puisse parler devant des personnes et je ne peux pas. Oui, c'est un petit peu bête et je comprenais pas parce que c'était quelqu'un qui me dit qu'il avait fait énormément de travail sur elle, elle-même, ouais. et que je crois qu'elle l'a fait et je comprenais pas, donc elle était venue pour faire une séance d'hypnose. Je lui ai suggéré la cohérence cardiaque. Donc, en la mettant en cohérence cardiaque, je lui ai fait sa séance d'hypnose. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui s'est dégagé. Quand elle est sortie de la séance, elle m'a dit ça y est, mais c'était évident, je sais où est le problème, je vais pouvoir le travailler. Alors, ça implique quoi? Est-ce que ça implique que... parce que tu parles de suggestions, et à travers les suggestions durant Alors cette séance... là, pour le coup, je lui avais fait une petite métaphore avec des suggestions, qu'elle se sentirait bien, qu'elle soit devant une personne, 10 personnes, 1000 personnes. Ça a été que des suggestions comme ça et ça fait son effet. Mais elle a compris d'où venait le problème. Et elle a compris, mais elle me l'a pas dit. D'accord, c'est intéressant parce que même si ça n'a pas été abordé dans le cadre de la session, elle en tout cas, elle a compris d'où venait le problème. Mais elle n'avait pas envie de partager, donc je respecte. C'est où on va aborder tout de suite la première page promotionnelle. Avec nous ce soir, notre invitée Céo da Silva. Je vous rappelle que Céo est praticienne, maître Reiki, bioénergéticienne. Elle utilise différents outils comme l'hypnose, la cohérence cardiaque. Elle est praticienne aussi dans la méthode Psyche, praticienne de l'écoute imaginaire et praticienne de l'Ho'oponopono. Vous souhaitez en savoir plus? Voici un numéro de téléphone portable, le 06 62 19 21 86, que je répète, le 06 62 19 21 86. Le site internet pour en savoir plus, www.codéveloppement.fr, C-O-C-E-O, développement tout attaché.fr. CO, tu proposes aux auditeurs un stage le temps d'un week-end, celui du 12 et 13 avril. La thématique que tu as choisi de proposer aux auditeurs, retrouver son identité et devenir acteur de sa vie. Retrouver son identité et devenir acteur de sa vie. Peut-être un petit mot sur le stage du 12 et 13. Alors on va travailler les blessures, l'abandon, le rejet, la trahison,
On va travailler le fait d'écouter ses besoins, parce que souvent on se coupe de ses besoins, on se coupe donc de son identité, puisque pour faire plaisir à tel et un tel, on va faire des choses que nous n'aimons pas et qui nous forcent à avoir un comportement qui n'est pas juste. Fin de cette première page promotionnelle. Donc l'hypnose, est-ce que à travers les différentes pratiques que tu as dans ton sac à malice, est-ce que c'est, j'allais dire, un outil privilégié pour toi? Oui. Oui, c'est un outil privilégié parce que parfois on a besoin les gens ont besoin que ça soit profond pour pouvoir lâcher prise. Donc oui, parce que les inductions d'hypnose sont quand même assez profondes. Ce qui vous amène dans un autre état, et là on peut travailler, oui. Alors, puisque tu en avais plus ou moins une peur auparavant de l'hypnose, que tu considérais comme étant de l'hypnose de spectacle, qu'est-ce qui t'a permis de comprendre la manière dont elle agissait, si je puis dire? Je pense que le fait de passer par l'auto-hypnose, j'ai un peu mieux compris l'hypnose. Puisque en faisant l'auto-hypnose, j'ai vu qu'effectivement, il n'y avait pas de danger. Il n'y a pas de danger. Le seul danger qu'il y a, c'est qu'on va mieux après. Donc si c'est un danger, il n'y a pas de danger. Mettons-nous en danger, ouais. Donc là, une fois la pratiquant moi-même, j'étais plus en confiance et tout à fait ouverte à cette méthode et à cette pratique. Alors après l'hypnose, quelle a été encore, parce que on peut peut-être penser que à chaque étape, là aussi, l'hypnose, waouh, super, plus ça te fait deux pratiques avec l'écoute imaginaire de surcroît. Tu te sens apparemment limité à nouveau. Alors, oui. Parce que j'ai pas trouvé encore ce que je voulais. Alors comment ça s'est présenté la prochaine étape? Comment elle est venue à toi? Alors la prochaine étape, ça a été Ho'oponopono. Non, ça a été Lise Bourbeau d'ailleurs. La prochaine étape après l'hypnose, ça a été Lise Bourbeau. Et en fait, je disais, l'écoute imaginaire, c'est très bien, je vais mieux. L'hypnose, je vais carrément mieux. Mais il y a quelque chose que j'ai pas compris en moi et que j'avais besoin de comprendre. Moi, je me dis, tiens, il reste Lise, je vais y aller vers elle, pourquoi pas. Et donc, elle faisait son atelier des 5 blessures. Je me suis dit, là, il y a un trou pour moi, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que son livre, déjà, tu avais l'occasion de le lire, parce que c'est vrai que c'est un best-seller. Non, je l'avais jamais lu, je voulais pas. Tu l'avais jamais lu? Ah bon? Je voulais pas, parce que je me dis, là maintenant oui, mais bon, maintenant je fais les séminaires, j'ai plus besoin de le lire. Je l'ai même pas, d'ailleurs. Et donc, quand je suis arrivée à ce séminaire... Excuse-moi, attends, je fais une parenthèse, parce que comment tu avais connaissance de Lise Bourbeau si tu n'avais pas lu un de ses livres? Même si on lit pas ses livres, on a connaissance de Lise. Ah je sais pas, j'aurais tendance à... Alors c'est vrai que peut-être avec Internet, une conférence, enfin... Ça a été dans une conférence qu'elle donnait à Paris, donc j'ai une amie qui me dit, écoute, viens voir cette grande dame. Alors j'ai dit, oui, mais c'est qui cette grande dame? Elles sont toutes grandes. Elle m'a dit, elle vient de Québec. Je dis, si elle vient de Québec, elle m'intéresse. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et puis le contact s'est très bien passé. Et donc je me suis inscrite à ces formations après. Alors quel est le message particulier de Lise? Comment tu le comprends on va faire une synthèse pour les auditeurs. Pour l'humanité. C'est ça? Je sais pas, quelle synthèse tu donnerais de son message? C'est que j'ai le truc le plus fort qui a été chez elle. Il y a eu beaucoup de points forts, mais s'il y en a un que j'ai gardé en mémoire et que je répète souvent, c'est que tout est à l'intérieur de nous et c'est nous qui provoquons les choses. Et là, je me dis, mais j'ai pas pu provoquer tout ça, quoi. Puis elle m'a dit, si, c'est en nous, tu as choisi cette famille, tu savais bien ce que tu avais à travailler dans cette famille. Au départ, il faut quand même être un peu spirituel, sinon on se dit, elle est à la ramasse, si on est fermé à ça, de toute façon, on va pas vers elle. On fait passer son parcours. Et voilà, c'est qu'avant
de dire ouais tiens il m'a fait ci, il m'a blessé et autres, c'est faire 2 pas en arrière sur soi et se demander ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui nous gêne, qu'on ne veut pas voir et qu'on voit chez l'autre en fait. Donc s'il y a quelque chose que je dois retenir de ces séminaires, c'est bien cela. D'ailleurs je lui ai dit écoute avant c'était plus simple, hein, c'était toujours la faute de l'autre, maintenant c'est à cause de moi. Il dit ben oui. Alors comment est-ce que... alors ça sera aussi une thématique intéressante pour les auditeurs de saisir, de comprendre. Comment est-ce qu'on en vient à penser que si on a un problème dans notre vie, ça vient de l'autre, à petit, parce que ça se fait pas comme ça, à comprendre, à saisir que la problématique vient de soi. C'est très difficile parce que là ça implique à se dire bon bah finalement il n'y a pas de hasard, chaque événement, les accidents, peut-être des décès ou autres. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on est responsable de ce qui nous arrive? Alors on remet tout en question. Donc tout ce que j'ai fait est nul. On met tout en question. Il y a beaucoup de culpabilité alors. Non, pas tant de culpabilité que ça. On s'est dit, mais non, juste une compréhension, de vouloir comprendre pourquoi moi je provoque, pourquoi ça vient de moi, pourquoi ça m'est arrivé, c'était en moi. Beaucoup de questions. Moi, je n'étais plus dans la culpabilité comme avant. Ça, je crois que je l'avais traité bien avec Sylvain. Mais dans une compréhension de vouloir comprendre ce qu'elle me disait dans un premier abord, parce que je ne comprenais pas. D'ailleurs, je suis allée voir la formatrice et je lui ai dit, écoute, je ne comprends pas, il y a un truc que je ne comprends pas, il faudra m'expliquer. Moi, je ne vais pas... tout mon parcours, je ne l'ai pas provoqué, je ne l'ai pas inventé, les choses sont là. Et alors là, c'est tout un travail sur soi pour comprendre qu'effectivement, ce que j'aime pas chez toi, Laurent, c'est ce que je veux pas aimer chez moi. Mais je vais pas le dire, mais j'aime pas chez moi. C'est plus simple de dire, mais écoute, ça, j'aime pas. Et ça, c'est... et de le mettre en pratique, c'est encore oui, très dur. Oui. Mais on le met de petit à petit, on le met. Et c'est quoi les 5 blessures, j'allais dire, originelles que met Élise Bourbon en avant? Alors, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, et j'en ai oublié une, et l'injustice. Ah oui, ça fait beaucoup. Hein. Et l'injustice, c'est ça, j'en suis championne. C'est vrai. Alors, à savoir que quand on a le rejet, c'est moi, quand on a le rejet, on déclenche souvent l'injustice. Donc, rejet, injustice, ça, j'étais championne de parcours. L'abandon, souvent la trahison, et puis l'humiliation, et l'autre, c'était laquelle Non, mais c'est tout. L'humiliation vient comme ça dans la vie, mais celle de base, déjà, c'est le rejet et l'abandon. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, le rejet, plus, ouais. Alors, le rejet, c'est... quand j'ai été dans ces cours, je ne comprenais pas ce que c'était le rejet. Le rejet. Mais en fait, c'est important. Une fois qu'on a compris ça, on comprend un peu notre mécanisme et on sait pourquoi les choses, elles arrivent plus ou moins. Alors, quand je fais donc mon parcours avec elle, quand chacune faisait son parcours, il y avait une chose qu'elle disait, le rejet vient souvent, pas tout le temps, mais souvent de la part de la maman. Donc, ça veut dire si la maman te rejette, le rejet, c'est celle qui est c'est la blessure la plus puissante puisque c'est la blessure de l'âme. Et quand maman nous rejette, on est arrivé dans ce monde, la personne qui devait nous accueillir nous rejette, donc tous les autres nous rejettent. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de nous, on va créer un rejet, et donc on va se rejeter pour que les autres ils nous rejettent. En fait, ça vient de nous, c'est en nous. Mais si maman m'a rejeté, comment veux-tu que les autres nous acceptent? C'est pas possible. Et donc c'est tout un circuit, c'est je suis rejetée, donc je me rejette et je vais provoquer les choses pour être rejetée. De toute façon, moi je provoque, les gens vont me rejeter et je vais dire tiens c'est sa faute, c'est lui qui m'a rejetée ou c'est elle qui m'a rejetée. Mais en gros non, c'est moi qui l'ai, enfin c'est nous qui les provoquons. Tu veux dire par là qu'un enfant qui naît et qui n'a pas été voulu par sa mère, qui a donc été rejeté, va culpabiliser du fait d'être né? Et c'est cette culpabilité qui va l'entraîner dans ses rapports aux autres à provoquer un rejet? Je dirais peut-être pas une culpabilité, je dirais plus qu'il il va grandir sur ses empreintes. Ça va être ses empreintes émotionnelles, ça va être son identité à lui. Culpabilité, je ne sais pas s'il y a une notion de culpabilité, oui, il peut en avoir une,
parfois elle doit être inconsciente. Mais si on se construit dans des empreintes qui ne sont pas solides, si vous faites une maison, s'il n'y a pas de fondation auxquelles ne sont pas solides, au premier coup de vent, la maison s'en va. Donc si on grandit sur des bases comme ça, ben, on grandit, on fait ce qu'on peut dans la vie finalement. Et on va toujours avoir des... Les gens disent, on répète toujours la même situation, les mêmes chemins, les mêmes choses. Et ben, c'est parce qu'on est créé sur ces empreintes émotionnelles, sur ces fondations-là. Donc on connaît finalement pas autre chose. Mais comme on est très fort pour nier les choses et pour pas vouloir. Donc on comprend pas pourquoi ça arrive. Mais en fait, c'est là le bout du problème, c'est les fondations. Quand tu parles du rejet, tu nous disais qu'il était souvent lié à l'injustice. Oui, à l'injustice. Oui. Pourquoi ? Alors, parce que c'est injuste. Bah, tu me rejettes, mais c'est injuste, je n'ai rien fait. Pourquoi me rejeter? Tiens, l'autre. Mais pourquoi on me rejette? Pourquoi la société me rejette? Pourquoi on m'entend pas? Pourquoi on m'écoute pas? Ben, c'est injuste. J'ai rien fait, mais c'est injuste. On est dans une... Enfin, on est Calimero, finalement. Et d'un autre côté, il y aurait... alors, c'est peut-être là où justement le Ho'oponopono peut être très intéressant. Ah oui. Parce que comment Lise Bourbeau, elle, aborde justement ces 5 blessures pour les... Pour les traiter ? Ouais. Oui. Alors, c'est simple. Il faut d'abord que la personne prenne conscience de cette blessure, de savoir que quand elle agit d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas elle, mais c'est cette blessure, puisque après on porte dans la blessure de rejet, on porte ce qu'on appelle la masque de fouillon. Donc, face à des situations qui peuvent nous mettre en danger, mais qui ne nous mettent pas réellement en danger, mais face à des situations qu'on sait qu'on va être rejeté, ben, on va prendre la fuite pour pas être rejeté. Et on va dire, tiens, c'est injuste, c'est pas encore fait pour moi. J'avais ça en projet et ça se fait pas. Mais oui, parce qu'on prend la fuite. Et après, c'était la question, ah oui, comment les règles, en fait. On prend conscience de ça, on l'accepte. On accepte que maman et papa, ils ont fait comme ils pouvaient, qu'on n'apprend pas, il n'y a pas de livre qui nous apprennent à être papa et maman. En faisant tout ça, on prend notre masque, on l'accroche au mur et on fonce dans des situations où d'habitude on restait en retrait. Et on s'est dit, voilà, en se disant, voilà, là j'ai réagi comme ça, mais ce n'est pas moi, c'est la masque de fouillon que j'ai qui me fait réagir comme ça. Donc comment tu l'accrocher. Le masque de fouillon. Le masque de fouillon. Oui, parce qu'on fuit devant... Ah, de fuyon. Ah, fouillon, c'est en plus... Excuse-moi. Alors le stress et l'accent... Désolé, c'est haut. Non, mais t'as bien fait de me reprendre pour avoir le stress. Désolé. Au moins, c'est nature et on se prend pas la tête, c'est très bien. Donc oui, ce masque de rejet pour justifier, pour justifier que finalement tout ce que je pourrais entreprendre dans ma vie n'a pas de raison de se réaliser puisqu'on me rejettera de toute façon quoi que je fasse. Voilà. C'est une bonne manière de se mettre les bâtons dans les roues tout seul. On s'auto-sabote. Est-ce qu'on le sait ? On le sait pas forcément. Pas forcément, et d'un autre côté, tu parlais de ces schémas répétitifs, donc on constate en tout cas, sans pour autant savoir d'où vient le problème, on peut constater qu'on est toujours face aux mêmes hommes qui parcourent notre vie, si on est une femme, ou pas d'ailleurs. Dans le cadre... Les hommes aussi, ils ont un blessure de rejet, heureusement. Oui, exactement, hein. Donc ça peut être dans ces fameux cycles où on a toujours les mêmes entre guillemets, expériences qui auraient tendance à se répéter. J'ai dit juste une expérience que j'ai vue, moi je me marre, je trouve ça formidable, mais ça m'a par mon accent et tout l'autre. Là, j'ai une fille, et elle me dit, maman, je mange et je grossis pas. Alors je dis, bah écoute, tant que tu auras cette blessure, tu ne pourras pas grossir. Parce que quand on a la blessure de rejet, généralement, on ne grossit pas. On peut même presque devenir anorexique, c'est ça, hein, anorexique. Mais on prend rarement de poids. Et elle sait un petit peu, puisque je lui explique un petit peu les choses. Elle me dit, oh, mais pourquoi tu m'as rejeté? Je dis, écoute, j'ai produit le même chemin finalement. Ma mère m'a rejetée, je te rejette. Et voilà. Quand elle était enceinte, je lui ai dit, écoute, parle à la petite
pour pas la rejeter, tu lui parles. Elle va dire, oh, ben oui, mais crois-moi que je vais lui parler parce que j'ai pas envie de la rejeter, quoi. Alors comment c'est possible d'ailleurs parce que si toi-même tu as eu ce sentiment de rejet marqué profondément dans ton corps, dans tes cellules quand tu es arrivé sur Terre, on pourrait aussi penser que puisqu'on s'est senti rejeté, quand on devient adulte, on se dit bah moi lorsque j'aurai des enfants, je ferai tout l'inverse. Oui, sauf qu'en faisant tout l'inverse, on fait exactement la même chose, mais d'une façon détournée. Comment tu peux nous expliquer ça? Et bien, alors, je vais donner un petit exemple. Par exemple, moi j'ai des gens qui me disent, moi la première, je ne veux pas ressembler à ma mère, je ne ressemble pas à ma mère, je ne fais pas les erreurs que ma mère elle a fait. Très bien, oh, fière, la fille qui est fière et tout. Mais quand je suis intégré les ateliers de Lise, eh ben, je me suis rendu compte que je faisais exactement la même chose qu'elle faisait et qu'elle a fait, mais j'ai détourné les choses. Je les ai fait d'une façon différente. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, Parce que, comment ouais, te donner un exemple? ça serait sympa ça. Ma mère, elle a eu 3 filles. Elle voulait un garçon, tiens, comme par hasard, elle l'a pas eu. Elle a divorcé au 7e année de mariage. Et moi, je disais toujours, ah non, moi, je vais pas faire comme ma mère. Hein. Je vais pas avoir 3 enfants. D'ailleurs, j'en veux pas du tout parce que comme ça, je parcours pas son chemin. Et moi, néanmoins, si j'ai des enfants, je serai mariée, j'ai un mari, et puis je vais pas faire les conneries qu'elle a fait. Résultat, j'ai une fille, j'ai jamais été mariée. Donc, j'ai toujours été maman célibataire. Quelque part, oui, je l'ai rejetée parce que c'était pas c'est pas la vie que je voulais en fait. Donc, je voulais une famille avec un papa, les enfants, enfin, hein, la connerie quoi. Sympa pour ceux qui ont une couple. Non, mais pour moi, je parle pour moi, pour les autres, parce que Non, c'est alors, tout à fait normal. attends, j'essaie de saisir. Donc tu voulais Une famille classique, hein, classique. femme, Ouais. enfant, mari, maison, enfin. Et je me Voilà. disais, et hors de ça, j'aurais jamais d'enfant. D'accord. Donc tu n'as pas été marié, tu as eu une fille, mais hors mariage, donc. Oh, ben oui. Hein, et tu n'es pas resté avec le père de ta Oh, fille. bah non, Bah non. ça serait trop beau. D'accord. Alors. Donc, en gros, ma maman, elle a fait 3 filles. Elle s'est mariée parce qu'elle était enceinte, à l'époque, elle fallait se marier. Donc, elle a eu 3 filles, pas de garçons par l'autre. Elle divorce de papa, c'est elle qui va faire un divorce. Et moi, je ne ferai pas ce chemin-là. De toute façon, je ne suis pas ma mère. Donc, je fais une fille. À mon tour, je la rejette. Mais je ne vois pas où se trouve forcément le rejet. Le rejet. Mais quand j'ai appris, entre guillemets, que j'étais enceinte, je ne la voulais pas, quoi. Je ne vais pas dire ce que j'ai fait ou ce que j'ai tenté de faire, mais bon, je ne voulais pas. Je ne voulais pas de cet enfant. Mais toute la grossesse, je n'en voulais pas de cet enfant. Et elle est née, évidemment, quand elle est née, je l'ai adorée, je l'ai aimée. Quand je l'ai vue là, elle était toute mignonne et tout. Mais n'empêche que les empreintes émotionnelles étaient là, c'était le rejet. Parce que les blessures, c'est comme ça peut venir pendant la grossesse. Il se peut, par exemple, que le papa, par exemple, une femme qui tombe enceinte, s'est dit, mince, c'était pas le moment. Donc, si elle le dit tellement fort, empreinte émotionnelle installée, le rejet. Maman accepte pas cette grossesse. C'est très susceptible, Ouais, hein, c'est un mot de fois. Pour le papa, quand il rejette un enfant, c'est la maman dit tiens, je suis enceinte, il va lui oui non mais c'était pas le moment, ou il va pas être présent pendant la grossesse parce qu'il travaille ou autre. Et bien là, des empreintes de rejet de la part de papa peuvent s'installer. Tiens, mon papa me rejette. C'est très. Oui, ça peut être très subtil. Après, on le voit au niveau de corps physique, la blessure de rejet, la blessure de l'abandon. C'est des blessures quand on regarde un corps physique, on sait quelle est la blessure. Donc tu disais par exemple pour quelqu'un qui a subi fortement ce rejet, il prendra jamais vraiment de poids. Tant qu'elle l'a pas réglé, non. Une fois qu'elle l'a réglé, oui. Moi j'en ai pris. Et oui, d'accord. Après avoir réglé la problématique. Oui. D'accord. Alors j'en ai pas pris beaucoup, hein. J'en ai juste pris 6 kilos quoi. Mais c'est bon, ça va, hein. Tu les portes bien, je te rassure. Ils sont là. Mais c'est bien, c'est bien. Donc voilà, c'est vraiment la personne qui a la blessure de rejet, le corps
est différent de quelqu'un qui a la blessure de l'abandon. Et la blessure d'injustice, est-ce que là aussi, corporellement, il y a une... C'est plus au niveau des paroles, au niveau de dialogue qu'on peut avoir. Voilà, c'est injuste, voilà, tu vois, hein, il m'est encore arrivé ça, c'est injuste. Regarde, de toute façon, il n'y a qu'à moi qui arrive des trucs comme ça, tu vois. Bah, toi, ça t'arriverait pas, évidemment. Voilà, c'est plus dans le dialogue qu'on peut avoir. D'accord. Alors, rappelle-moi, donc le rejet, l'injustice... Le rejet, l'injustice, l'abandon, la trahison et l'humiliation. D'accord. Alors la trahison... La trahison, c'est pareil, c'est plus au niveau de dialogue. C'est, regarde, tu vois, regarde, je lui ai fait confiance, il m'a encore trahi, j'ai encore été trahi. Ouais. C'est plus, ces deux-là, c'est plus au niveau de dialogue qu'on peut avoir. Et c'est là aussi en rapport avec les parents, généralement, si la trahison a été inscrite dans le corps. Oh, oui, on peut le prendre comme ça, puisque... Alors, Lise, elle dit, bon, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai appris sa pratique, donc c'est celle que j'utilise. Elle nous dit que l'abandon vient de la part, pour une femme, de la part de papa, pour un homme, de la part de maman, et le rejet pour une femme, de la part de maman, et pour un homme, de la part de maman. Enfin, le rejet vient toujours du même sexe, et l'abandon de sexe opposé. Voilà. Comme ça, c'est simple. D'accord, ok. Et tu vois, j'ai perdu le fil. Hein. Le rejet vient du même sexe et l'abandon du sexe opposé. Voilà. Et donc les autres, après, c'est par rapport au dialogue. Mais effectivement, l'abandon va souvent attirer la trahison. Puisque, tiens, j'arrive dans ce monde, papa m'abandonne, il m'a trahi. Il était censé m'accueillir, m'accepter, il m'a trahi. Donc effectivement, tous les autres, toute la vie est construite sur des trahisons. D'accord, ok. C'est clair? Oui, non, tout à fait, oui. Ouais, c'est pas évident. D'où l'intérêt d'aller faire un petit tour dans ces rapports et de ce qui nous a marqué étant enfant. Et là aussi, lorsque ça ne va pas, en admettant que ça se passe très bien, l'enfant a été accueilli, c'est super, etc. Mais alors, et que l'enfant en bas âge voit son père et sa mère qui pour le coup se déchirent, s'engueulent, etc. L'image qui lui est renvoyée, là peut-être renvoyer l'image d'un enfant en disant bah, si finalement mes parents se disputent, c'est à cause de moi, par exemple. Mais ça va faire une culpabilité. C'est pas dans les blessures, c'est dans la culpabilité. Effectivement, c'est à cause de moi qui se battent et autres. Parfois, ce qui est, c'est qu'on a été bien accueillis, on a été désiré et tout, et qu'effectivement, on n'a pas de blessures. Sauf que on porte les blessures de ses parents. Alors, si papa et maman par exemple, la maman a la blessure de rejet, ben moi, je peux éventuellement porter la blessure que ma mère elle porte, qui est la blessure de rejet. Ouais, on porte. En fait, on vient dans ce monde pour faire un travail sur soi, et l'être humain, il vient pour fusionner avec son être. C'est Lise qui nous disait toujours ça. Et donc, pour ça, il faut faire un travail sur soi. Or, si on ne le fait pas, c'est des générations en génération. Et donc, c'est jusqu'à la... 7e. Non, c'est avant. Alors, c'est à la 4e, c'est la première, la 2e, la 3e. Il n'y a pas eu un travail qui est fait. Généralement, on dit que la 4e, l'enfant va avoir un enfant malade, un enfant autiste, un enfant... Voilà, l'enfant est là pour dire, voilà, il y avait un travail à faire dans la famille qui n'a pas été fait. D'accord, je comprends. Je te propose d'aborder la deuxième page promotionnelle et puis on va aborder par la suite Ho'oponopono, et ça c'est un sacré travail ça aussi. Oui. Avec nous ce soir, notre invitée Seo da Silva. Je vous rappelle donc qu'elle est maître Reiki, bioénergéticienne. Alors aussi bien elle pratique la cohérence cardiaque, l'hypnothérapie. Elle est praticienne aussi de la méthode Psyche. Elle est praticienne de l'écoute imaginaire de Sylvain Bélanger, que nous recevons régulièrement à l'antenne, ainsi que de l'Ho'oponopono. Vous souhaitez en savoir plus, ce numéro de portable, le 06 62 19 21 86, que je répète, le 06 62 19 21 86. Le site internet www.seo-da-silva.com.
codéveloppement.fr, C-O-C-E-O, développement tout attaché.fr. CO vous propose un stage qui aura lieu le week-end du 12 et 13 avril. La thématique de ce stage, retrouver son identité et devenir acteur de sa vie. Retrouver son identité et devenir acteur de sa vie, donc pour ce stage du 12 et 13 avril. CO, je vais en profiter avant d'aborder avec toi aussi bien la méthode Psyché que l'Ho'oponopono. Le 08 92 23 95 20, pour les auditeurs, l'occasion leur est donnée de te poser des questions en direct à l'antenne. 08 92 23 95 20. Alors, entre la pratique de l'Ho'oponopono et puis la méthode Psyché, on va suivre le fil de l'émission, puisque tu avais apporté l'Ho'oponopono. Alors, quelle est cette pratique, cette méthode? Comment elle t'est arrivée dans ta vie et qu'est-ce qu'elle implique? Alors là, pour le coup, j'avais lu le livre, évidemment. J'étais dans le 15e, dans la librairie Cristal, là, à côté. Et je cherchais un bouquin à lire et il me dit, voilà, écoute, ça t'irait bien. Je dis, bon, écoute, si tu le lis, je le prends. Et effectivement, ça m'allait très bien. Et je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs. Et je me dis, bon, mais maintenant, je fais quoi avec le livre? Et là, je me suis mis en tête que je devrais faire une formation là-dessus. Donc, j'ai pas lâché. C'était une obsession. Et les choses arrivent, quand on dit que quand l'élève est prêt, le maître arrive, et ce qui est vrai. Donc voilà, j'étais partie avec 3 amis en Vendée faire un séminaire de Lise, écoute ton âme. Et bon, mais c'est ok, c'était très bien, mais je me disais, mince, Ho'oponopono, comment je vais y faire, comment. Puis j'avais trouvé dans le bougerlavie.com, mais c'était pas ça ne me disait rien, ça m'inspirait pas, enfin, ça répondait pas, ça répondait pas à mes besoins. On fait une pause, je sors, une amie sort fumer une cigarette, et là je vois une dame avec les cheveux trop rouges, je me suis dit, tiens, elle est drôle. Et là, elle parle d'Ho'oponopono, et elle disait à 3 autres personnes que le docteur Lin était à Paris le week-end suivant. Il ne s'agit pas de Jade Allègre, des fois? Parce que je connais pas beaucoup de femmes avec des cheveux rouges, donc... Non, c'était pas elle, okay. Non, c'était une personne normale. Et du coup... je suis allée vers elle, évidemment. J'attendais ça depuis longtemps, j'allais pas louper ça. Et donc là, elle m'a donné les coordonnées. Donc en rentrant sur Paris, je me suis inscrite à la dernière minute avec une amie. Puis évidemment, je n'ai pas été seule, j'ai ramené une amie avec moi. C'était une belle expérience. Alors, Ho'oponopono, c'est quoi Ho'oponopono? Alors déjà, quand on pratique Ho'oponopono, on a une vie faite pratiquement de rituels. Dans le temps, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, voilà. C'est dommage, le monde s'est coupé de ça, mais bon. En fait, tout est fait sur rituel. Et en fait, c'est les mémoires. Alors, tout est mémoire. Cette table est vivante. Enfin, on part de principe, dans Ho'oponopono, on part de principe que tout est vivant. Ce qui existe dans la planète est vivant. Donc, avec tout ce qu'on rencontre, que ce soit une maladie, que ce soit des personnes, on a des mémoires avec ces personnes-là. Et donc, ces mémoires, il faut les travailler, il faut en gros, les remercier d'être là, puisque grâce à elle, on a certainement évolué et fait un grand chemin, et de lui demander pardon. Alors, déjà, Ho'oponopono peut faire peur à beaucoup de gens où ils sont pas d'accord parce qu'ils disent oui, non, mais le pardon, moi je donne pas mon pardon comme ça. Eh bien non, c'est pas cette forme de pardon. Il est évident que si quelqu'un, je sais pas, va faire de mal à ma fille, je vais pas lui pardonner. C'est ma fille, c'est ma chair, je vais pas lui pardonner. Donc c'est pas cette forme de pardon. En fait, le pardon d'Ho'oponopono est utilisé d'abord pour soi. Okay. Effectivement, quand on se pardonne soi, quand on se donne ce pardon-là, ça a un impact envers l'autre. Il nous a, on a un exemple. Enfin, j'ai un exemple d'une personne que j'ai connue le jour de ce séminaire. Où il disait, ouais, voilà, moi j'ai perdu un de mes enfants parce qu'un chauffard ivre mort. Voilà.
Et oh, j'ai dit, oh, c'est horrible, moi je pourrais pas pardonner, ça a été tout de suite mes mots, je pourrais pas pardonner. Il m'a dit oui, si, je lui ai pardonné. Mais j'ai mis, il vous a demandé pardon, il me dit ben non, mais c'est pas à lui que j'ai pardonné, c'est le fait, les choses comme elles se sont passées que j'ai pardonné. Et lui évidemment je ne l'ai pas pardonné, il m'a pas demandé pardon. Mais j'ai pardonné l'acte qui était là dans l'univers. En fait, c'est ça que j'ai pardonné. Oh, j'ai pas tout de suite compris. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'effectivement, c'est pas à l'autre qu'on pardonne, on amène le pardon à soi. Si une maladie est là, lui il nous disait, voilà, moi j'en avais parlé avec ce monsieur en disant, voilà, on avait parlé de cancer et j'ai dit, ben, j'ai une voisine qui a un cancer qui est assez avancé et tout. Et il me dit, ben, pardonne-lui. J'ai dit, mais je lui pardonne quoi? Puis il me dit, ben, si tu es face à cette voisine et qu'elle a besoin de vous tous, c'est qu'effectivement, il y a des mémoires entre toi et cette voisine et la maladie. Bon, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Puis je suis partie, je n'avais plus de nouvelles de la voisine, entre autres, mais, voilà. Mais je l'ai fait. Et, euh, et tout est comme ça, en fait. Tout est vivant, on part de principe. Quand je rentre dans le métro, j'ai dit, ben là, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime. Parce que je rentre dans son territoire, je rentre dans son énergie. Il vient pas chez moi, il rentre pas chez moi comme ça. Donc, en fait, tout est fait de, de mémoires, de guérir les mémoires. Euh, et lui nous disait même que la société de nos jours, c'est une société qui va pas parce que la femme a voulu l'égalité de l'homme. J'ai peu, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont perdues en route. Et ça, on n'a pas tenu compte. Et il lui disait, la mère, elle est faite pour aider les enfants à évoluer, à aller à l'école, pouvoir les monter. Alors Les élever, oui. aujourd'hui, on fait plus ça. La maman doit travailler, le papa travaille. Hein, donc on est arrivé dans un monde où tout s'est perdu. Euh, moi, ben, chez moi, de temps en temps, ben, je fais brûler de la sauge. C'est des rituels. Je suis dans les rituels en permanent. Quand je sors de chez moi, je dis au fait de la maison, ben, écoute, je m'en vais, je vais faire telle et telle chose. Voilà, c'est vraiment une vie de rituel. Oui, ici, on peut aussi rappeler que la pratique du Ho'oponopono vient d'Hawaï Tout à fait. et que c'est Le docteur Lin. ils étaient ou ils le sont encore animistes. Hein, Oui, oui. Et j'ai rencontré une personne qui est adorable, qui est mince, comment ça se dit, un notaire. Et je comprenais pas ce qu'un notaire faisait là, franchement, ou qui sont trop. Qu'est-ce que tu fous là? Et en fait, il était dans les sections, c'est ça, dans les héritages et tout ça. Et il me disait, mais tu peux pas t'imaginer le mal, et les gens se font du mal, et la haine qu'il peut avoir à ce moment-là dans les héritages. Et il me dit, j'ai lu le livre, et dans chaque dossier, j'ai fait à chaque fois, désolé, pardon, je t'aime. Et dit, les tensions, elles baissent. Donc, j'avais besoin d'aller plus loin dans la méthode. Voilà. Oui, un an je passe, mais c'est normal puisque le téléphone a sonné. Le 08 92 23 95 20. Nous accueillons Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. J'ai rien d'un ange, hein, je vous rassure. Oh, mais si, on l'est tous quelque part. Il y a des progrès à faire pour que les ailes poussent un petit peu davantage. Oh, elles poussent autrement. Alors, merci de votre présence ce soir. Ma question est la suivante. En tenant compte de la résonance de Schumann, du réseau Hartmann, qu'est-ce qu'il y a encore? Des ondes de forme liées à tout ce qui a une forme, bien évidemment, et l'architecture sacrée. Est-ce qu'il serait recommandé
à des personnes qui prennent conscience de certaines choses, donc des notions d'abandon, d'injustice, etc. De prendre en considération également l'invisible qui se matérialise par toutes ces appellations, pour que le lieu où on vit, le lieu où les enfants grandissent, soit dans une situation la plus optimale possible par rapport à tout ça, et notamment en fonction de nos identités, mettre en place des formes qui dégagent des ondes qui ne peuvent être que bénéfiques pour l'élévation, la prise de conscience, l'ouverture, l'éveil, etc. Et je terminerai par, avant que vous puissiez me répondre, sur le rituel que vous avez effleuré. J'ai par habitude, avant de me coucher, de souhaiter une bonne nuit à mes plantes, et puis de souhaiter une bonne nuit. J'ai un ensemble de cailloux un peu zen, ceci dans la volonté de saluer, comment dirais-je, le monde végétal et le monde minéral qui m'a accueilli et par lequel j'ai vécu toute la journée. Alors, donc, est-ce que ce sont des notions, ma question est la suivante, est-ce que ce sont des notions importantes à prendre en considération pour justement nous aider à évacuer tout ce qui est injustice, rejet, etc. Je dirais oui. Les ondes de forme, c'est mon prochain... c'est ma prochaine formation que je vais faire. Donc, je connais pas beaucoup les ondes de forme. Donc, ça va venir, parce que c'est dans mes projets assez proches. Après, votre question était, est-ce qu'en faisant tout ça, ça va régler les blessures, c'est ça? Et non, mais est-ce que ça peut mettre l'identité de l'individu par rapport à toutes ces questions de rejet, d'injustice, d'abandon, etc. Est-ce que ça peut l'aider à prendre conscience et à, comment dirais-je, à progresser dans la guérison de toutes ces choses, et surtout de ménager pas l'éducation, comment dit-on, la vie des enfants, lorsqu'il y a surtout des enfants au milieu d'un couple. Ben oui, oui, il faut tout prendre en compte, puisqu'on part sur le principe que tout est vivant. Vous y êtes déjà dans le circuit en disant bonsoir à vos plantes. Oui, il faut tenir en compte. Maintenant, ça va pas tout régler non plus. Il y a d'autres choses qu'il faut faire. Alors les ondes de forme, pour l'instant, je ne connais pas. De ce que je sais, c'est important pour que la maison soit plus sereine. C'est ça que vous cherchez? Oui, enfin, pour qu'il y ait, comment dirais-je, un regroupement, un rassemblement de tous les critères qui peuvent aider justement à régler tous ces problèmes, et surtout à avoir une prise de conscience de tous ces problèmes par rapport à tous les maux MAUX que les personnes peuvent rencontrer dans leur vie. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'éduquer les personnes justement à prendre conscience de l'existence des résonances de Schumann, du réseau d'Hartmann par la biologie, par la géobiologie, etc., pour qu'ils soient dans un ensemble, parce que c'est bien de prendre conscience de ce que nous sommes, des blessures à guérir, etc. Mais si ensuite, tous les jours, vous retournez dans un lieu qui est complètement déséquilibré, ou avec des formes, avec des objets à l'intérieur où les formes ne conviennent pas. Oui, mais j'entends bien ce que vous dites, mais ça c'est la responsabilité de chacun après. Oui, mais faut-il qu'ils en soient conscients? Mais on ne peut pas les éduquer, on peut juste passer l'information, y en parler, et après chaque personne a sa responsabilité à prendre et a son chemin à faire. Oui, tout à fait, j'entends bien, mais je me suis mal exprimé. Je veux dire, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'apporter cette information à ces personnes? Et puis ensuite, c'est le choix de tout à chacun. Oui, mais c'est ce qu'on fait, mais est-ce que toute personne est prête à l'entendre? Oh, oui, après c'est une question d'effort, et comment dirais-je, après il y a l'effort et la paresse. Hein. Oui, mais moi je peux pas répondre au nom des autres, en fait. On peut effectivement amener cette connaissance.
Et après, Voilà. Non, mais c'est ça ce que je voulais oui. avoir de votre avis. Ben oui, non, mais on peut l'apporter, cette connaissance, évidemment. Il faudrait qu'on l'apporte davantage, mais après, chaque personne... Mais vous pensez que c'est relativement de bon sens de prendre en considération Hartmann et les ondes de forme, etc., pour mettre un plus par rapport à un travail personnel? Ben, je pense, encore une fois, je ne connais pas encore bien tout ça, donc je vais y venir, mais je pense que oui, évidemment. D'accord. Bon, je vous en remercie. Mais je vous en prie. Au revoir Alexandre. Au revoir. Le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à CO. Donc tu nous parles d'Ho'oponopono et de la pratique. Désolé, pardon, merci. Oui. Lorsque tu nous parles du pardon, c'est pas tant pardonner à l'autre, c'est plus pardonner à la situation d'être ce qu'elle a été et d'accepter. Finalement, ça nous amène à l'acceptance de pardonner ce qui s'est passé et qu'on a du mal à tirer un trait. Où est-ce que tu places le désolé dans cette affaire, la différence ou la distinction que tu fais entre désolé et pardon? Bonne question. Alors, où je pose le désolé, dans la mesure où Ho'oponopono est encore une thérapie, si on peut dire, puisqu'on peut faire une thérapie là-dessus, et nous amène à nous, que tout est vivant, que tout existe, et que c'est nous et nos mémoires qui provoquent ce qui se passe dans notre vie. Le désolé vient juste à cette mémoire qui est là, de lui dire, en gros, c'est de lui dire, ok, j'ai compris ce qui se passe, je suis désolée de ne pas avoir compris ce qui s'est passé jusqu'à là, je te remercie, je t'aime et merci d'être là, et grâce à toi, j'ai pu évoluer et faire des choses dans ma vie afin de ne pas rester dans le trou. Pour moi, le désolé se place là. Est-ce que tu as du mal, c'est-à-dire que là tu nous donnes une explication qui s'adresse à notre mental pour comprendre en quoi consiste Ho'oponopono, mais comme tu nous le disais toi-même, quand tu as abordé la formation, tu avais du mal à entendre ou à saisir ce que ça impliquait d'un point de vue, que ce pardon. Donc oui. quand tu reçois des personnes et que tu utilises cette technique, dans quelle mesure est-ce qu'il est nécessaire qu'elles en comprennent l'essence profonde, si je puis dire? Alors, quand je reçois des gens, d'abord je n'applique pas tout de suite cette méthode-là. Parce que je ne sais pas si la personne est prête à entendre cette méthode-là. Et ça vient de petit à petit. Bon, normalement, je vois les gens 4-5 fois. Et c'est entre la première, la deuxième, la troisième séance que j'en parle. Il y a des personnes avec qui on peut toujours pas parler et lui expliquer cette méthode et dire que tout est en nous et que c'est nous qui provoquons les choses. Donc il est évident que c'est pas au premier ou alors la personne est déjà avancée dans un chemin et à ce moment-là on va droit au but et on travaille Ho'oponopono puisque c'est une très belle méthode pour travailler ou sinon on attend de voir la personne et voir comment elle va réagir au niveau du travail qu'on lui fait. Le 08 92 23 95 20, Yves avec nous. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Oui. Parce que je suis parti 10 minutes, je ne sais pas si la question a été posée. Ça fait appel à ce que vous disiez au début de l'émission, à savoir, quelqu'un vient vous voir pour une problématique particulière, une souffrance, un stress, par exemple, s'il n'arrive pas à déstresser, et il vient vous voir, et à ce moment-là, si le contexte de travail dans lequel il est stressant, ça ne va pas pouvoir s'améliorer, même si on fait de l'hypnose ou... D'accord. Alors, quand on commence à faire un travail sur soi, donc quand on commence à accepter de se dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir que j'aille voir quelqu'un pour que les choses s'améliorent. Donc, en faisant un travail sur soi, les choses, elles vont changer. Parce qu'en fait, c'est nous qui changeons. En faisant un travail sur nous, on change par rapport à la situation. Et on va évoluer dans ce changement. Après, parfois, il y a des gens qui changent complètement de travail et parfois, on se rend compte que finalement, les difficultés qu'il y avait, elles sont apaisées parce qu'il y a un travail qui a été fait en nous. Et le fait qu'on change, l'autre, il change son regard envers nous. D'accord, donc ça va
ça a pu être une gêne, en fait, le ressenti qu'il aura eu auparavant. Tout à fait. D'accord. Parfaitement. Je réponds à votre question? Oui, entièrement. Merci. Merci Yves. Enfin. Au revoir. 08 92 23 95 20. Alors, il nous reste quelques minutes pour aborder la dernière pratique que tu utilises, qui est la méthode Psyche. Je te laisse là pour le coup nous parler de Bruce Lipton et de qu'est-ce qu'elle implique cette pratique. Comment elle t'est venue à toi? Toujours en quête. Une rencontre. Je dis encore en quête. Non, c'est moi qui le dis. Ah oui, mais je suis toujours. Oui, non, mais oui, toujours en quête, oui. J'ai lu il y a 6 ans en arrière, j'ai lu le livre La biologie des croyances, auquel j'ai rien compris évidemment. J'ai posé dans l'étagère, j'ai dit c'est trop compliqué pour moi, ça il faut sortir de Saint-Cyr pour comprendre tout ça. Donc j'ai posé et j'ai plus jamais fait attention. Je vais toujours voir mon ami là dans le 15e à la librairie en lui disant ça vaut rien le livre que tu m'as. Oh, écoute, un peu plus je te le rendrai quoi, parce que vraiment ça m'a rien apporté. Mais bon, c'est resté dans un coin de la tête. Et un jour, je vais dans une conférence. C'était une conférence sur les couleurs. Alors, savoir que je sortais de chez Patrick pour un séminaire, la pyramide des couleurs. Et la curiosité est tellement grande, je me suis dit, tiens, je vais voir si c'est pareil que Patrick, tout en sachant que voilà, Patrick, c'était carrément autre chose. Et ce monsieur-là, il s'est trouvé piégé par les questions qui étaient dans la salle. Et une personne l'a amené à cette méthode, et lui a parlé de cette méthode, mais en gros, il ne connaissait pas la méthode, en disant, là en France, ça n'existe pas encore, ça vient des États-Unis, il faut aller aux États-Unis. Et en gros, on ne l'a pas lâché là-dessus. Donc moi, après, je vais le voir, je dis, écoutez, vous avez loupé votre conférence, mais néanmoins, c'est quoi? Psycha, puisque les Français disent psycha, mais c'est psyché, en fait. Et il me dit, mais écoutez, je ne sais pas, ça vient des États-Unis. Et ça s'est sorti de livres de Bruce Lipton, La biologie des croyances. Et je me dis, mais oui, je l'ai. Le fameux bouquin que j'ai rien compris. Je rentre chez moi, je fouillote, je livre comme ça, par des petits bouts. Et je me suis dit, non, c'est pas. Alors là, quand je dis que je ne suis pas trop Internet, là, je me suis dit, non, quand même, il faut que je comprenne. Là, je vais sur Internet. Je passais des journées sur Internet à chercher la méthode introuvable. Je me dis, c'est pas possible. Et je vais sur le site de laviebouge.com et là je vois Psyche. Et je dis, waouh, mais c'est quoi ça? Donc j'ai envoyé un mail au monsieur il m'a répondu en me disant qu'il y avait effectivement une en France qui pratiquait cette méthode, qui était Victoria Slacki. Donc évidemment, je me suis inscrite. Attends, là aussi, tu vas à une formation, tu as commencé à lire un bouquin, finalement ce bouquin ne te parle pas du tout, mais le fait d'avoir chez ton libraire l'occasion d'avoir entendu parler de cette conférence-là, d'avoir été... Mais oui, c'était évident, parce que la méthode, elle me parlait après. Donc si ça me parlait... Donc, en fait, j'ai dit toujours, il faut travailler le corps et l'esprit en même temps, le mental, tout ce qu'on veut, le conscient et l'inconscient. L'hypnose sert à une chose, l'énergétique sert à une autre. Et parfois, il y a des gens qui viennent et disent, oui, j'ai fait de l'hypnose, je fais de l'énergétique, je fais ceci, je fais cela, et rien ne marche. Je dis, mince, si rien ne marche, qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire? Je peux rien faire d'autre, quoi. Et là, cette technique mélangeait plein d'outils. Je dis, ouais, mais ça peut être un bon mélange. Alors j'avais fait de la kinésiologie, et je dis la kinésiologie n'est pas faite pour moi. Et n'empêche que là, il y a beaucoup de choses qui sortent de la kinésiologie. Et en fait, elle m'a expliqué, écoute, Psyche va travailler, notre cerveau il est croisé par un X. Et donc parfois il y a des graines de sable qui se mettent là, il faut les faire sauter. Si on ne les fait pas péter, comme elle dit, et les gens vont de thérapie en thérapie et ça ne marche pas. Elle me donnait un outil qui me convenait, donc évidemment j'ai fait confiance à l'outil et j'ai bien fait de faire confiance, puisque ça marche. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste, donc pour ceux qui connaissent la kinésio, il dit aussi si on a beaucoup, on passe par le test musculaire, donc on va se mettre en contact avec le corps, avec l'esprit, et on va travailler la problématique que la personne vient. Alors, ce qui est différent, c'est qu'on ne va pas travailler la problématique, avant de travailler dans le corps, on va transformer cette problématique au stress, ou je n'en sais rien, de façon positive. On va d'abord, avec le patient, trouver le côté
positif de cette chose, et on va en fait travailler sur le positif et non sur le négatif. Et là, ça me convenait, puisqu'on travaille pas sur le passé, sur ce que, mais on travaille sur un truc à venir qui est bien. Donc on va travailler sur bon voilà, j'ai pas confiance en moi, on va travailler cette phrase, mais je vais pas travailler oui, j'ai pas confiance en moi. Ça, je sais qu'il a pas confiance en lui. Je dis mince. En fait, on va avec le patient trouver. J'ai une histoire. J'ai une personne qui était venue me voir, un jeune homme, et qui me dit voilà, moi je viens, me faites pas de l'hypnose, j'en ai fait, l'énergétique j'en ai fait. Je dis bah alors je vous fais quoi? Et je venais d'apprendre la méthode là. Oh, écoute, j'ai une méthode. Est-ce que je pourrais la pratiquer? Je ne l'ai même pas fait payer parce que c'était la première fois que je la pratiquais. Donc j'ai écouté, est-ce que vous autorisez? Et sa problématique, c'était voilà, il rencontrait des filles, mais il ne pouvait pas les garder. Parce qu'il n'était pas à l'aise, enfin, dans la vie intime, il n'était pas à l'aise avec la personne, il ne pouvait pas. Donc, avec lui, on a passé une heure à trouver une phrase positive, qui lui corresponde, le pourquoi. Et là, il y a une phrase qui m'a dit « Oui, c'est ça ». Et en fait, on a travaillé ça. Bon, on travaille ça, le jeune homme est parti, et ça a été, je crois, 1 mois et demi après qu'il m'appelle pour me dire « Mais votre truc, il marche ». Et là, je suis mieux, là, je revis, j'ai une vie. En fait, c'est transférer les croyances qu'on a, on les enlève pas, hein, mais on va les transformer dans le positif, dans une croyance positive. En gros, ça travaille toutes les croyances. Et Dieu sait si on est fondé sur des croyances. Alors, s'il ne s'agit pas de l'enlever, mais de la transformer, tu peux nous donner un exemple? Eh bien, voilà, j'ai pas confiance en moi. C'est quoi le positif? Enfin, pour chaque personne est différent. Hein. Bah, c'est j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Donc, on va travailler, j'ai confiance en moi. Donc, on va déprogrammer j'ai pas confiance en moi pour programmer, puisque ça travaille aussi. Alors, ça travaille le corps, ça travaille l'esprit, ça travaille tout ce qui est biologie aussi, un petit peu de tout ce qui est biologie. Donc, on va en fait transformer, voir où ça coince. Donc, on a plein d'exercices que je ne vais pas dire ici évidemment, mais plein d'exercices, on va dire ouais c'est là que ça coince. Donc on va demander au corps quel est l'exercice qu'il faut qu'on mette en pratique pour qu'il le fasse afin de faire péter la graine de sable. Et c'est la fin de cette émission avec la dernière page promotionnelle. Merci. Notre invité ce soir, Céo da Silva. Vous souhaitez en savoir plus? Alors, je vous rappelle que Céo est maître Reiki, bioénergéticienne, qui pratique la cohérence cardiaque, elle est hypnothérapeute, praticienne de la méthode Psyche, praticienne de l'écoute imaginaire de Sylvain Bélanger, de l'Ho'oponopono. Pour en savoir plus, le 06 62 19 21 86, que je répète, le 06 62 19 21 86, le site internet www.codéveloppement.fr, C-O-C-E-O, développement tout attaché.fr. CO vous propose un stage qui aura lieu le week-end du 12 et 13 avril, c'est sur Paris? Oui. La thématique de ce stage du 12 et 13 avril, retrouver son identité et devenir acteur de sa vie. Bien voilà, c'est où une deuxième? Tadam. Ah, tu t'en es bien sorti. Ah, moi, ça, de toute façon, on est entre nous, hein, c'est intime. Il n'y a pas grand monde qui nous écoute. On avance, on progresse. Je crois que c'est ça. En fait, là, j'ai ça à travailler, c'est d'être à l'aise pour pouvoir m'exprimer à l'aise. Ça se fait tranquille. Ça se fait. Pas à pas. En tout cas, un grand merci pour cette émission, Céo. Et puis on se retrouvera prochainement. Donc je te souhaite une très bonne continuation. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Au revoir.